683e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer ce journal de bord par un livre fondamental, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce sont les Fables de La Fontaine. Alors, Dieu, je pense. Pas forcément un monument. Un monument, édité à Contre-Culture, la collection que dirige Alain Soral. Avec Il semblerait talent. d'ailleurs que la culture française devienne de la contre-culture dans le temps où nous sommes. Les Fables de La Fontaine, ça appartient à votre jeunesse, à votre imaginaire, ou au contraire à toute votre vie? Mais à l'école, à quelques classes qu'on appartienne, on apprenait une fable de La Fontaine. Ce qui fait que en cours d'études, on en avait en principe appris par cœur au moins une douzaine. Et il y en a tant d'autres qui sont magnifiques, extraordinaires. C'est un condensé de sciences sociales, poétiques, remarquable. Un ouvrage tel qu'il est aujourd'hui inimaginable qu'il soit écrit. Alors, cet ouvrage a traversé 3 siècles. Il est toujours enseigné. Vous diriez que La Fontaine est aussi un philosophe? Car on le range parfois. Bien sûr. Mais il a mis la philosophie en vers et en formules. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont couramment utilisées aujourd'hui encore sur le plan populaire. Alors, cette édition que nous présentons, c'est une édition qui est à la fois populaire mais très soignée. Peut-être qu'à l'approche de Noël, on pourrait considérer qu'il devrait y avoir un exemplaire des Fables de La Fontaine dans tous les foyers français. Ah, voilà un beau cadeau de Noël à faire à des enfants, quel que soit leur âge, si j'ose dire. Parce que c'est une pièce maîtresse de la littérature, mais aussi de la pensée française. Et quand on imagine que cela a été écrit il y a 300 ans, et qu'il serait absolument impossible aujourd'hui de voir une telle production de telle qualité, d'autant qu'à l'époque, La Fontaine n'est pas seule. Corneille, Molière et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, ont illustré ce siècle, qui a été le grand siècle de la France, il est vrai, et dont elle pourrait s'inspirer aujourd'hui pour essayer de retrouver un peu de dignité. Vous vous souvenez peut-être d'ailleurs que La Fontaine a été fidèle à celui qui avait été son protecteur, le surintendant Fouquet, que Louis XIV embastilla, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de ses jours, et que La Fontaine est resté fidèle, ce qui lui a valu quelques difficultés avec le roi de France. Oui, aussi, c'est vrai. Ça n'était pas très bien perçu, mais enfin la fidélité fait aussi partie des grandes qualités, y compris en politique. Oui, fait aussi partie des risques de la vie. Vous observez ce qui se passe au niveau international. Bon, la Chine. Ces émeutes autour de la question du Covid, de l'enfermement, les gens ne le supportent plus, des grèves massives dans des entreprises gigantesques comme il en existe en Chine. Est-ce que vous croyez qu'il y a un véritable ébranlement possible du pouvoir chinois à l'occasion de ces mouvements? Écoutez, la Chine est une bombe à retardement, mais dont on ne connaît pas le délai. Mais le fait qu'il y ait 2 milliards d'hommes, malgré les restrictions qu'il s'était imposé dans le domaine des naissances, on s'en souvient, eh bien, ce qui se passe en Chine touche le monde entier. Et le fait qu'il y ait là-bas des remous importants et une contestation d'un pouvoir que l'on croyait incontestable, puisque c'était celui du Parti communiste, qui s'exerce à tous les niveaux et dans tous les secteurs, eh bien, cet ébranlement, s'il durait et s'augmentait, pourrait avoir des conséquences mondiales extraordinaires et des répercussions sur nos vies personnelles, évidemment. Ce qui va se passer en Chine est essentiel, c'est certain. Et il va se passer certainement quelque chose. Alors, les moyens dont dispose le pouvoir chinois avec la technologie contemporaine, ce sont par exemple les moyens de reconnaissance faciale. Ça veut dire que si vous êtes photographié, visage découvert dans une manifestation, on vous retrouve avec votre adresse et tout ce qui suit, simplement avec l'image. On n'est plus tout à fait en 89 avec l'épisode de Tiananmen. Tout à fait différent. Bien sûr, il y a des accélérateurs techniques qui se sont produits, qui sont nés et qui donnent à la vie sociale une dimension, une vitesse, une rapidité qui était parfaitement inconnue préalablement. Alors aujourd'hui, nous enregistrons ce journal de bord. Le président de la République se trouve aux États-Unis en voyage d'État.
Il a été salué hier par le porte-parole de la Maison-Blanche comme le leader européen par excellence. Alors, est-ce que c'est de la courtoisie diplomatique ou bien est-ce que vous pensez que le gouvernement américain considère vraiment qu'Emmanuel Macron soit le chef de file de l'Union européenne? Je pense que dans l'effondrement de l'Europe et des pays européens, la France conserve un prestige qui est lié, je crois, beaucoup plus à son histoire qu'à la personnalité de M. Macron. Il n'en reste pas moins que la France pèse encore un certain poids. Il ne tient qu'à elle, d'ailleurs, de le faire valoir. Et elle sera prise en considération à la mesure de l'intérêt qu'elle porte elle-même aux événements du monde. Tout le monde a l'air de considérer parmi les commentateurs, et quel que soit le pays d'ailleurs ou la presse que l'on lit, que les États-Unis sont les grands bénéficiaires des sanctions qui ont été prises contre la Russie et de la participation des pays de l'Europe à l'armement ukrainien et ainsi de suite, puisque c'est nous qui sommes victimes collatérales des effets de cette guerre, avec l'inflation, avec la flambée des prix sur l'énergie et ainsi de suite, alors que les Américains, très tranquillement, subventionnent leurs entreprises. Et d'ailleurs, il semblerait que le président Macron ait pour ambition de faire changer la politique américaine sur ce terrain-là pour la rendre plus favorable aux produits européens. Vous pensez que c'est possible, ça? Il est certain que les événements qui se passent en Europe de l'Est vont avoir des conséquences considérables. Et que les Américains regardent ça d'un œil bienveillant n'a rien d'étonnant, puisque nous sommes quand même, l'Europe, même dans sa décadence, représente encore une force considérable. Et ce qui se passe à l'Est en particulier affaiblit l'Europe. Quand cette espèce de guerre civile qui se produit à l'Est de l'Europe, avec la guerre en Ukraine, bien sûr, et ses conséquences, dont on ne connaît pas encore les développements possibles, tout ceci va affaiblir le monde occidental, on peut dire, et à l'intérieur du monde occidental, la position européenne est, par conséquent, bien sûr, très directement, la position française. On a l'impression que le gouvernement nous prépare éventuellement des coupures électriques cet hiver. Le porte-parole du gouvernement, M. Véran, et d'autres membres du gouvernement reviennent régulièrement sur cette nécessité de faire des efforts, d'éteindre les lampes et ainsi de suite, et que peut-être, à cause de la maintenance d'une grande partie du parc nucléaire français, il ne sera pas possible d'alimenter en électricité à jet continu tous les foyers et les entreprises françaises cet été. Puis en plus, les factures énergétiques flambent avec tous les risques pour de nombreux commerces en particulier. Il y avait devant l'Assemblée nationale une manifestation des bouchers, parce que les chambres froides, ça consomme de l'électricité, on ne peut pas les arrêter. Et donc il y a des menaces comme ça qui pèsent sur de nombreux secteurs. Comment on va s'en sortir et quelle est la responsabilité politique que l'on peut trouver à partir du choix qui avait été fait d'arrêter le nucléaire français en grande partie? Je crois que ça a été ça la grande erreur. Ce sont les hésitations françaises sur le nucléaire, alors que nous avions une position de pointe remarquable. On a laissé se dépérir progressivement au point que maintenant nous sommes obligés de recruter du personnel à l'étranger pour remettre en route un certain nombre de centrales qui sont évidemment nécessaires à la production de l'énergie, qui elle-même tient, on le sait, la plupart de l'essentiel de l'activité économique, et par conséquent, les prix, tout cela se tient, et nous nous sommes mis de notre propre volonté ou par notre propre carence dans une situation dangereuse à l'égard des changements, en particulier des augmentations du coût de la vie que je prévois, moi, pour le prochain trimestre, considérables. On sera étonné de voir la modification des prix dans les mois de janvier, février et mars
Et ceci sera probablement l'élément déterminant de changement décisif. Ça veut dire donc que les Français peuvent, à un certain niveau d'augmentation des prix, d'inflation, avoir une réaction hostile à l'égard de la classe politique rendue responsable de la situation. Oui, ce n'est pas impossible. Je crois que la situation économique et sociale est objectivement révolutionnaire. Entraînera-t-elle des révolutions politiques? C'est probable, et en tous les cas, on doit s'y attendre, et encore mieux s'y préparer. Dernière question, vous avez été longtemps parlementaire européen, mais aussi national. Vous avez connu 2 républiques, la 4e, la 5e. Quand vous regardez le spectacle de l'Assemblée nationale, en particulier cette semaine avec un gouvernement qui prend des mesures d'obstruction parlementaire, ce qui est tout de même rarement le cas, pour essayer de museler une partie de l'opposition, qu'est-ce que vous pensez? Comment les Français réagissent-ils lorsqu'à la télévision, de près ou de loin, ils suivent l'actualité de leur classe politique? Je crois qu'on pouvait s'inquiéter d'une chose, c'est à savoir l'espèce de désintérêt qui concerne le Parlement et l'Assemblée nationale. Les gens ne s'y intéressaient pas, mais il s'y produit un certain nombre de choses extravagantes, comme le fait de voir le gouvernement lui-même s'opposer à un certain nombre de dispositifs réglementaire, en quelque sorte, qui est extravagant, extraordinaire. Et par conséquent, la décadence de l'institution me paraît lourde de conséquences prévisibles. Peut-être qu'il faudrait, et ce sera la conclusion, offrir un exemplaire des Fables de La Fontaine à tous les parlementaires. Ça les calmerait peut-être. Oui, il ne suffirait pas de leur offrir, il faudrait les obliger à le lire. Et peut-être à faire des contrôles, c'est-à-dire des récitations régulièrement. Et oui. Une épreuve de Fables de La Fontaine dans les différents secteurs politiques. Les Fables de La Fontaine, édition Contre-Culture, la collection dirigée par Alain Soral. Un formidable cadeau de Noël. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. Et bonne année. Pas encore. Pas encore. Nous cheminons vers la nouvelle année. On y pense. À la semaine prochaine.